chers amis, soyez les bienvenus en live, comme on dit, au sein de ce quartier des Célestins. Et soyez les bienvenus, vous qui êtes un peu plus d'une centaine en distanciel, comme on dit aujourd'hui, pour ce petit déjeuner de notre forum InCyber qui va porter sur les systèmes cyberphysiques. Alors, nous retrouvons, nous, en quelque sorte, des lieux qui nous étaient familiers avant le Covid, puisqu'avant le Covid, régulièrement, nous retrouvions ici, au quartier des Célestins, avec évidemment ce paradoxe extraordinaire, c'est que nous sommes dans un lieu où on a l'impression de rentrer à l'époque de Napoléon III, on attend la charge de Reichshoffen, et en même temps on nous parle de l'hypermodernité, c'est-à-dire en fait de ce monde de métamorphose numérique dans laquelle nous nous inscrivons aujourd'hui. Et donc c'est un paradoxe. Mais on n'est pas nous aussi le paradoxe, et en plus, je suis intimement convaincu, et je pense que toute l'équipe FIC ici présente, qu'il n'y aura pas de modernité sans racines, sans tradition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, il y avait le monde d'hier, il y aura le monde de demain, il y aura le monde de demain qui tiendra compte du monde d'hier, sinon il n'y aura pas de monde de demain. Donc, voilà pour ce paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est le thème que nous allons aborder ce matin. Système cyberphysique. Le cyber, par définition, on a toujours, comment dire, tendance à dire, c'est immatériel. Et le physique, c'est matériel. Bon. En 2006, nos amis américains, la National Science Foundation, a imaginé ce terme de système cyberphysique, montrant qu'on avait une intrication très forte entre à la fois l'immatériel et le matériel. Et c'est vrai que plus on rentre dans l'hyperconnexion, plus on a d'objets connectés, plus on a de systèmes connectés, plus on a de SCADA, plus ce problème se pose aujourd'hui, avec cette intrication qui nous amène à la fois d'avoir du système d'information, du cyber, et puis de la commande au sens matériel, physique du terme. Donc ce matin, nous avons des intervenants qui vont être présentés par notre ami qui anime de cette table ronde. Et n'hésitez pas, bien sûr, vous qui êtes en présentiel, n'hésitez pas à poser vos questions en live, comme en direct, et bien sûr, sur le chat, pour tous ceux qui nous regardent depuis chez eux, avec évidemment en moins le bruit des sabots des chevaux sur le pavé, mais ça fait partie des choses. Il faut mériter d'être présent parmi nous, et je pense que plus ça ira, plus nos amis reviendront en présentiel uniquement pour ce côté un peu atypique. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Cher ami, à vous la parole. Merci Général. Bonjour à tous, effectivement en présentiel et à distance. Nous allons parler aujourd'hui de cette table ronde entre virtuel et tangible, quelle sécurité des systèmes cyberphysiques. J'ai le plaisir d'accueillir pour ces débats Jean-Baptiste Juzeau, vous êtes avocat chez Convictio Légal. Élie Boulin, vous êtes conseiller senior chez Sergi-TP. Joël Courtois, vous êtes PDG de P4S. Et Xavier Fasselina, vous êtes directeur technique chez SecLab. Je vous propose, messieurs, que vous fassiez un petit tour de table pour vous présenter votre structure, et puis on entamera les débats. Allez-y, Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour Jean-Baptiste Juzeau. Alors, c'est moi qui viens de plus loin, j'arrive de Lyon. Ce matin, un peu trop vite, j'ai pris mon TGV. Pour vous rejoindre, je suis très heureux de participer à cette table ronde. Rapidement, pour vous dire que je suis tombé dans le cyber un peu par hasard, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Mais mon métier d'avocat lobbyiste m'a amené à travailler sur la transposition de la directive européenne. Alors, il y en a plusieurs. La NIS 2 que tout le monde connaît, la REC, et qui vont être transposées dans le droit français. Et à l'occasion de cette transposition, mes clients m'ont demandé de travailler sur justement ne pas oublier ce volet physique dans la protection, en particulier dans la résilience. Donc j'ai travaillé sur cette directive et j'ai découvert donc toutes les implications que ça sous-entendait. Donc voilà, avocat lobbyiste, et je travaille sur la transposition de la IDR 2 REC. Ok, Élie. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Du coup, Élie Boulin, moi je suis conseiller senior chez Sergi-TP. Je ne suis pas avocat, mais ingénieur. Je suis rentré dans le cyber par le vecteur de l'énergie. Après 12 ans chez General Electric, qui a développé énormément de systèmes cyberphysiques pour les installations électriques,
en sachant que CRJTP intervient pour la partie cyber, sur toute la partie cybersécurité, les transformateurs, puisqu'on va en avoir besoin dans la production d'électricité, la distribution et puis la transmission. Et on va en discuter tout à l'heure, justement. Merci beaucoup. Bonjour, Joël Courtois. Alors la cyber, ça fait un petit moment qu'on baigne dedans. J'ai été pendant 25 ans le directeur général de l'EPITA, école dont les deux premières spécialités étaient la cyber et l'IA. C'est intéressant de voir que 40 ans après la création, l'école va fêter ses 40 ans cette année. Ces deux thématiques sont toujours d'actualité, même si aujourd'hui l'école s'est beaucoup diversifiée. Et puis après avoir jubilé, donc après 25 ans, j'ai quitté l'école. Ça fera bientôt 3 ans pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale, tout reprendre à zéro, avec des enseignants-chercheurs de plusieurs grandes écoles qui travaillaient sur une nouvelle technologie et qui sont venus me chercher en me disant qu'il y avait peut-être la matière à faire quelque chose qui sorte du commun. Donc j'ai accepté ce deal de repartir à zéro sur ce projet. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette thématique de la cybersécurité des systèmes cyberphysiques. Vous pouvez nous dire un petit mot de votre projet? On peut en dire un petit mot. En gros, cette technologie sur laquelle ces chercheurs ont travaillé pendant une quinzaine d'années consistait à réécrire les couches basses du modèle EOSI pour l'installer sur des FPGA, donc sur des composants. Je ne sais pas si le terme FPGA dit quelque chose. Ce sont en quelque sorte, les FPGA, ce sont des composants qui sont des mémoires. Donc, au lieu que ce soit des mémoires qui stockent des 0 et des 1 comme des mémoires classiques, ce sont des mémoires qui organisent des blocs logiques. Donc, une fois que ce composant est configuré, ça devient du hard. Donc, ça a tous les avantages et les performances du hard. Ça, évidemment, ça résiste à tout ce qui est injection de code, modification de logiciel, puisqu'il n'y a pas de logiciel. On a d'ailleurs baptisé la technologie softless, qu'au moins les choses soient claires. Technologie softless. Et l'avantage de ce composant, c'est qu'il est reconfigurable. Donc, ce n'est pas de l'ASIC qui est gravé dans le marbre une fois pour toutes. À tout moment, vous pouvez le reparamétrer, changer ses fonctionnalités. Donc, on a les avantages du soft et la facilité de mise à jour du soft, en ayant, dès qu'il est en mode fonctionnel, tous les avantages du matériel. Très bien, un petit mot de présentation également, Xavier. Volontiers. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Xavier Fasselina. Bon, alors, désolé, je crois que je te bats de 250 km. Je suis arrivé de Montpellier ce matin. Donc, je suis directeur technique de Seclab. J'en suis aussi l'un des cofondateurs il y a 11 ans maintenant. Seclab, c'est la troisième société de cybersécurité que j'ai cofondée, donc ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai, dans ce métier de la cybersécurité, travaillé à diriger des bureaux d'études qui avaient des compétences multiples, c'est-à-dire multiples au sens mathématique, hardware, électronique, software, pour faire des outils de défense et d'attaque d'ailleurs, mais toujours pour les intérêts de la nation. Et il y a une dizaine d'années, 11 ans, en fait, il y a même plus, je vais dire en 2007, donc pour le début de l'histoire, c'est EDF qui est venu nous chercher avec une question intéressante, parce qu'à ma connaissance, dans le domaine civil en France, sont les premiers qui se sont posés la question du cyberphysique. Puisqu'ils étaient, c'était en 2007, la question était, l'EPR va sortir, vu de 2007, l'EPR allait sortir bientôt. L'EPR va sortir et ça va être la première centrale avec un contrôle-commande numérique. Donc là, on a bien un système cyberphysique. Et donc la question qui se posait, c'est comment est-ce qu'on sécurise ça? Probablement pas avec les technologies qui existent, puisque les technologies qui existent en cybersécurité, il y a toujours un risque résiduel lié au logiciel. Je ne vais pas te reprendre. Et le risque résiduel dans la sûreté nucléaire, ça ne marche pas bien. En tout cas, pas au niveau cyber. Donc, on a développé à ce moment-là des technologies aussi basées sur FPGA, donc c'est au moins un collègue qui comprenait le sujet, pour répondre à ces problématiques de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est Seclab, donc c'est une dizaine d'années, les produits sont déployés dans toutes les centrales nucléaires en France. On est aussi d'interconnexion cyberphysique de la SNCF depuis, je pense, 6 ans. Puis on travaille dans le spatial, la défense, des choses qui vont sous l'eau, sur l'eau. Alors justement, ce système cyberphysique, j'aimerais bien qu'on essaye de définir précisément pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Vous avez parlé de l'EPR, vous avez parlé de la SNCF. Est-ce qu'il y a d'autres... Quel est le périmètre finalement quand on parle de cyberphysique?
cyberphysique, ce qui est bien, c'est que tout est dans le nom. C'est-à-dire qu'il y a un côté cyber qui est numérique. Même, d'ailleurs, bizarrement, cybernétique, le mot cyber vient de cybernétique, qui, à l'origine, c'était des robots. Donc, c'était cyberphysique à l'origine. Maintenant, c'est devenu cyber, c'est complètement numérique. Et physique, c'est une existence dans notre monde. Ce qu'on appelle quelque chose de tangible. Donc, si un objet qui a une existence dans le monde et qui était avant un automate, pour parler avec des mots que tout le monde comprend, voilà, si un automate aujourd'hui est connecté, il est cyberphysique. Alors, est-ce que c'est que les centrales et les trains? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cyberphysiques aujourd'hui. Voilà, une voiture connectée, et je ne parle pas de voiture autonome, une voiture connectée, c'est déjà un système cyberphysique, par exemple. Je vois Adélie, oui. Du coup, oui, pour rebondir sur la partie cyberphysique, effectivement, c'est tout ce qui va être très très rapidement des systèmes numériques avec des commandes et des calculateurs et une interaction permanente avec le réel, donc la partie physique. Effectivement, on va les retrouver dans les trains, les voitures autonomes, dans les hôpitaux, dans tout un tas. Aujourd'hui, on les retrouve partout, absolument partout. Ça englobe énormément de choses. On les retrouve, effectivement, ça se trouve un peu plus dans la partie électrique, puisque les centrales aujourd'hui possèdent énormément de systèmes cyberphysiques. Et pour revenir sur la partie de SergiTP, qui est, pour rappel, parce que ça, je ne l'ai pas stipulé, qui est une entreprise qui a été fondée dans les années 50 par EDF, qui a été reprise par la famille Magnier, aujourd'hui, donc président Antoine Magnier, développe des systèmes TP de protection de transformateurs, justement pour proposer des solutions de cyberdéfense sur tout ce qui est réseau électrique, qui est en fait à la source après de tous ces systèmes cyberphysiques, puisque une des particularités des systèmes cyberphysiques, c'est qu'ils sont alimentés par l'électricité. Sans électricité, il n'y en a plus, tout tombe, et il y a un principe de résilience évident dont on parlera un peu plus tard. Joël, vous vouliez rajouter quelque chose? Je crois que nous sommes tous à peu près d'accord sur cette définition. Il s'agit en fait de systèmes embarqués qui sont en communication avec le reste du monde. Et à partir de là, voilà, on a cette composante physique et cette partie cyber qui comprend donc la communication et d'où l'axe de fragilité par rapport à un système purement physique isolé. Alors, on l'a bien compris, vous l'avez précisé déjà à maintes reprises, les systèmes physiques se retrouvent de plus en plus connectés. Quelles en sont les conséquences concrètes, Xavier? En fait, à partir du moment où on connecte un système physique, je vais me limiter au cyber pour ce petit déjeuner, on vient toucher, en fait, on vient se mettre au contact de toute la vulnérabilité qui existe dans ce domaine numérique. Donc, les conséquences, c'est qu'est-ce qui peut arriver par ces attaques numériques. Alors, pour moi, il y a deux points que je vois comme importants à comprendre tout de suite en début de discussion. La première, c'est que l'impact d'une attaque ou d'une malveillance est plutôt plus grave en général sur un système physique. Alors, je dis en général, donc je viens de dire une généralité. C'est plutôt plus grave. Alors, on imagine bien que un aiguillage ou un pacemaker, c'est plutôt plus grave qu'une base de données ou même un vol d'argent. Donc, premier impact, l'impact est dans le monde réel, plutôt plus grave. Deuxième conséquence de venir se mettre au contact du numérique, le monde numérique fait de la cybersécurité depuis plusieurs années. On est plusieurs là, en témoigner. Le monde physique, pas tant que ça. Donc, non seulement on vient au contact du monde numérique avec des impacts plutôt plus graves, mais les systèmes ne sont pas du tout prêts à se défendre en matière de cybersécurité. Donc, évidemment, il peut y avoir, je dirais, des accidents, tout simplement. Je voulais réagir là-dessus. Ce que tu es en train de dire, on se tutoie, on ne fait pas comme à la télé, on ne va pas se voyer. Ce que tu viens de dire, je l'ai remarqué lorsque j'ai travaillé sur cette transposition. Je suis allé voir les parlementaires qui travaillaient sur ce sujet-là et je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'avait vraiment conscience des conséquences que ça pouvait avoir. Et la cybersécurité, dans l'opinion publique, c'était des affaires de militaires, de défense, d'attaque, de guides dans des caves, comme on voit dans le bureau des légendes. Et je trouve que le travail qui est en train d'être fait en ce moment, lors de la transposition, ce que vous faites avec le FIC et avec l'INCYBER, de cette culture que vous êtes en train de transmettre est très, très, très important parce qu'on se rend compte, par exemple, lors des attaques qu'il y a eu en Pologne et en Ukraine, qu'il y a l'attaque en elle-même. Tu as parlé des conséquences physiques, mais il y a aussi des conséquences psychologiques sur les populations. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui est œuvre utile parce que ça permet de se familiariser avec ça, de savoir que ça existe, ne pas dire que ça est sous le tapis, dire que ça n'existe pas. Et puis, on va travailler sûrement et on va parler de la résilience. Mais déjà qu'on ait cette culture-là, qu'on comprenne qu'il y a des conséquences dans le monde physique, c'est important parce que ça aura moins d'impact, j'allais dire, psychologique sur nous.
On voit bien aujourd'hui la capacité de résilience des Polonais ou des Ukrainiens qui sont au contact de la guerre. À chaque fois qu'il y a une attaque cyber, ils ont une capacité de résilience parce qu'ils savent que ça existe. Ils sont prêts à ça. Je trouve que ce qui est en train de se passer en ce moment en France, il y a une prise de conscience qui est intéressante. Il est important qu'on entende votre discours et surtout auprès des décideurs publics qui vont voter cette fameuse loi. Voilà, c'était quelque chose que je voulais rajouter. Cette prise de conscience, Joël, Elie, elle est rapide selon vous? Assez rapide, suffisamment rapide? Non, on ne peut pas dire que ce soit très rapide quand même. Hein. On a besoin de beaucoup d'autres actions comme celle-ci pour le faire. Et j'aurais rajouté un paramètre dans l'impact de cette problématique de cybersécurité pour tout ce qui est le composant physique, c'est la problématique de la rétroaction et du temps. Parce que dire aux pilotes d'avion quand ils tirent sur le manche, ne quittez pas, vous allez recevoir un SMS de validation pour être certain que si vous avez bien le droit de tirer sur le manche, ça ne va pas faire, quoi. Et il est évident que l'on a là des contraintes qui changent complètement le paradigme de la façon dont la cybersécurité est vue d'un point de vue purement logiciel, classique dans notre environnement habituel. Oui, je dirais. Et également, en fait, le point, je suis complètement d'accord avec ce que disait Joël à l'instant, hein, c'est le fait qu'il n'y ait pas de prise de conscience réelle à tous les niveaux des systèmes cyberphysiques, puisqu'en fait, les systèmes cyberphysiques ont envahi vraiment le quotidien. Énormément de domaines aujourd'hui n'ont pas cette prise de conscience, n'ont pas cette approche cybersécurité de base. Hein. On parlait des transformateurs électriques, c'est vrai que c'est un domaine industriel, de grosses industries lourdes, sur lesquelles la partie cyber n'est pas encore réellement infusée. Et derrière, on peut avoir des catastrophes qui sont engendrées par cette non-prise de conscience. Quand on a préparé cette demande, vous me disiez qu'il y a des plateformes qui permettent de contrôler à distance une centrale. Si on peut la contrôler, on peut la détruire également. Exactement, c'est-à-dire qu'avec toute la partie justement digitale, informatique, tout ce qui va être lié au digital avec les maintenances prédictives, les solutions logicielles qui sont apportées notamment pour les centrales électriques, mais ça existe sur plein de choses. Sur les voitures aujourd'hui, on retrouve également ce genre de système. Disons qu'on veut essayer de faire plaisir aux utilisateurs, aux opérationnels, avec des systèmes qui sont plus accessibles, plus simples, plus faciles, qui permettent effectivement, et pour l'avoir vraiment vécu, de contrôler une centrale avec un téléphone portable, évidemment pas une centrale nucléaire, hein, des petites centrales, des petites utilities, sauf qu'elles ont un impact sur le réseau, d'une manière générale, puisque le réseau est interconnecté et c'est un réseau qui est, en tout cas aujourd'hui en Europe, à l'échelle de l'Europe, tous les pays sont interconnectés, et lorsqu'on a des chutes de tension électrique sur une partie du réseau, qu'elle soit d'une petite centrale ou une grosse centrale, ça va aboutir à un moment donné à un effet domino et on peut avoir une chute de réseau assez importante, comme c'était passé en 2010 en Allemagne, où ça a failli entraîner l'intégralité du réseau européen. Et puis on a des conséquences que ça impose. Mais effectivement, le fait que finalement la technologie aille plus vite que la prise de conscience donne cette facilité pour les cyberattaques d'interagir directement avec l'ensemble de ces systèmes cyberphysiques qui sont accessible à tous. Presque. Alors, vous avez quasiment tous prononcé le mot-clé de cette table ronde, qui est le mot-clé résilience. Comment ça se concrétise, la résilience, David? Alors déjà, comment ça se conceptualise? Oui, c'est le fait de se dire que enfin, chacun peut avoir sa vision. La mienne, c'est de dire que quand c'est trop tard, que ce ne soit pas trop grave. Et qu'on puisse se remettre debout, qu'on puisse repartir. La résilience, déjà, il faut voir si on parle de la résilience du système, de l'entreprise économiquement, d'une nation, d'un bloc comme l'Europe. Mais dans tous les cas, la résilience, c'est de se dire, il va y avoir, pour venir dans le concret, certaines choses où on va se dire, voilà, ça c'est critique au fonctionnement, c'est vital. Et idéalement, ça, il ne faudrait jamais que ça tombe. Et avant, ça marchait pas mal parce que c'était pas connecté. Donc c'était super. Ouais. Et pour une raison que j'ignore, parce que en tant que professionnel de la cybersécurité, là, j'ai pas du tout compris ce choix que l'humanité a fait, de se dire, je vais vraiment interconnecter tout ce qui est dangereux et tout ce qui peut nous tuer, mais ce choix est fait. Donc aujourd'hui, c'est devenu un sujet. Voilà, c'est devenu un sujet de re-rendre solide certains blocs et de réussir virtuellement à les déconnecter. Voilà. Et là, concrètement, il y a après des solutions, des approches technologiques. Voilà, par exemple, tous les trois, on en a à des niveaux différents dans nos entreprises. Mais c'est pour ça qu'on est là ce matin tous les trois, pour dire, ça ne se règle pas
avec un firewall bien configuré. C'est une vue de l'esprit. Il faut être capable réellement d'aller dans une logique hardware de quasi-déconnexion. Voilà, on est dans le pont-levis. Joël. Oui, résilience, on pense à après l'accident, mais effectivement, comme ça vient d'être dit, il y a aussi retarder cette échéance de l'attaque. Et là, la retarder, ça peut être aussi l'observation des systèmes. Être capable de sentir qu'une anomalie est en train de se produire, être capable de sentir une attaque qui arrive,
Et on n'aime pas le dire, hein, mais et on était plusieurs. Et je me vois très bien, par exemple, diriger une équipe cyber, de faire perdre, du coup, avec un recul, 2 heures à tout le monde sur un chemin parce que je voyais des logs de firewall, des attaques, des machins, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un du métier qui arrive et qu'on arrive à croiser nos cartes. Parce que la carte du réseau informatique et la carte des automates, bah déjà, il faut savoir où elles sont. Et visiblement, personne ne s'était dit qu'on allait les rejoindre. Donc, jusqu'à ce que quelqu'un arrive et dise « Ah, mais ça va, en fait, c'est des dispositifs de test. Si ça tombe, c'est pas dangereux. » Sauf qu'on venait de passer 2 heures là-dessus. Et en fait, il y a vraiment des sujets de collaboration. Alors, nous, on est tous des offreurs techniques, donc c'est vrai qu'on part sur... Techniquement, il y a de la résilience, oui, c'est clair. On aide. Mais il y a des sujets de fond qui sont comment est-ce qu'on fait pour que la connaissance soit partagée et qu'on ait des équipes opérationnelles, j'entends opérationnelles métier industrie, et opérationnelles métier cyber, qui puissent parler le même langage et travailler ensemble. Ça paraît capital. C'est un point que je voulais aborder par la suite, mais puisque nous y sommes, allons-y. Comment on arrive à faire collaborer et échanger ces 2 types d'équipes? Quand j'entends ça, ça rappelle des travaux qu'on avait fait il y a quelques années sur le continuum de sécurité globale. Et je trouve que le débat qu'on a aujourd'hui et le débat qui est autour de la transposition touche à ça. C'est-à-dire que là, on a l'application du continuum de sécurité, ça veut dire qu'on est tous concernés. Des entreprises privées, des entreprises de l'industrie, et même nous, tous citoyens, d'avoir cette culture-là, d'avoir ce réflexe-là, et de savoir que ça existe. Je trouve ça intéressant, les discussions qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas pu l'avoir il y a 5 ou 10 ans, parce que c'était l'affaire des militaires, ou c'était l'affaire des techniciens, c'était l'affaire des cyber. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ça nous impacte tous, donc on a peut-être tous une carte à jouer, et j'en reviens à ce qui se passe en ce moment en Ukraine ou en Pologne. On se rend compte qu'il y a une prise de conscience de la population qui, chacun à son niveau, qu'il soit technicien, dans l'industrie ou juriste, va travailler à cette fameuse résilience des entités critiques. Alors, si on revient sur les entreprises, je repose ma question, comment on arrive à faire collaborer et échanger des informations à ces 2 types d'équipes, Joël ou Élie? Il y a encore du travail de formation à faire. Je ne vais évidemment pas le citer, mais j'étais chez le DSI d'un grand groupe qui a près de 300 usines dans le monde et qui, au début de la réunion, m'a dit « Tenez, je vais vous présenter notre directeur cyber. On vient de nommer un directeur cyber. Donc, vous voyez comment nous, on prend en compte la cybersécurité. » On me présente la personne en lui disant « Je te raconterai plus tard la réunion. » Et on est parti en réunion avec lui. C'est-à-dire que dans ce DSI avait déjà fait un pas en se disant « Je vais recruter un directeur cyber. » Mais ce n'est pas la peine qu'il vienne à une réunion où on va parler de cybersécurité. Je le raconterai plus tard. Donc, il y a un vrai boulot à faire, d'autant que, encore une fois, je ne citerai pas, mais la conclusion, c'était de dire 300 usines dans le monde où il n'y a pas un élément de protection cyber nulle part. Mais on dit, il n'y a pas de raison qu'on nous attaque. Enfin, on disait ça avec les hôpitaux il y a quelques années. Qui aurait imaginé qu'on allait attaquer un hôpital? Malheureusement, aujourd'hui, ça devient une des cibles les plus recherchées. Donc, cet aspect de sensibilisation, on va peut-être progresser grâce à la loi. Et là, on va revenir sur Nice 2. Hein, comme toujours, on a souvent beaucoup plus peur du gendarme que de l'accident. Et on prend une assurance parce qu'on ne veut pas que le gendarme se rende compte qu'on n'en avait pas. Alors que l'accident, on n'en aura jamais. Oui, personne n'a d'accident. Donc là, les textes vont pouvoir nous aider en faisant rentrer dans un cadre contraint la nécessité de se protéger. Et là où ce forum et les uns et les autres, nous avons un rôle à jouer, c'est de pouvoir dire tout de suite, il y a des solutions. Parce que très souvent, la difficulté dans le système industriel, c'est que personne ne veut toucher à son usine qui tourne depuis 15 ans. En disant, ne touchez à rien, ne me mettez pas d'ordinateur là-dedans. Déjà, on ne sait même plus comment ça fonctionne. Le matin, on allume, on met le courant, ça démarre, ça tombe bien. Mais surtout, ne mettez rien. Si vous mettez un ordinateur là-dedans, c'est fichu. Or, les uns et les autres, on travaille justement sur des solutions techniques qui ne perturbent pas les systèmes actuels. Donc, être capable de porter le message qu'il y a des solutions, il y a la contrainte réglementaire, et derrière ça, on va d'un seul coup faire un énorme bond à la sécurité cyber de l'ensemble. Et merci pour cette table ronde, parce qu'on va essayer de diffuser ce message sur le fait qu'il y a des solutions et qu'il faut les prendre maintenant. Oui, non, mais exactement. En fait, j'entendais à côté qu'il y a des solutions qui existent, qui sont en plus des solutions françaises, fabriquées en France par des entreprises françaises, justement,
on en a différents exemples ici, et avec SergiTP aussi, qui est en Île-de-France. Et c'est vrai qu'en plus de ces systèmes qui existent, ça passe quand même par la sensibilisation de l'intégralité des équipes, par une collaboration accrue, parce qu'en réalité, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a des pertes de connaissances terribles sur le terrain. Les gens qui s'ultra spécialisent sur certains systèmes, qui en perdent de vue les systèmes juste d'à côté, et c'est une des forces des cyberattaquants, c'est qu'en fait, ils vont attaquer sur plusieurs choses, plusieurs endroits, plusieurs en même temps, et que les gens vont mettre à côté les uns les autres pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ne pas être assez rapide pour pouvoir réagir en cas d'attaque. Mais Jean-Baptiste, vous voulez réagir? Je voulais réagir, oui, parce qu'au cours de mes travaux, j'ai découvert le rôle central que jouait l'ANSSI. J'avoue, honnêtement, je connaissais de nom, mais je n'avais pas conscience du travail. Donc c'est à l'ANSSI qu'on a confié la rédaction des textes qui vont être votés en particulier. Et l'ANSSI propose des formations, des sensibilisations dans les préfectures. Moi, j'arrive de province, alors un peu moins loin que Montpellier, mais à la préfecture, par exemple à Lyon, la préfecture du Rhône ou la préfecture de région, on a des spécialistes, souvent c'est des gendarmes, on est dans un lieu de la gendarmerie, ça peut être des policiers aussi, qui vont dans les entreprises et qui vont informer les gens. Quelquefois, c'est simplement, on se rend compte que la faiblesse, c'est le personnel lui-même, par des mauvais comportements, mais qui ne connaît pas. Le badge qui traîne, les portes qui ne sont pas fermées, parce que c'est plus simple, ça permet d'aérer, sauf que ces portes, c'est là où il y a les brassages et que tout le monde peut rentrer. Demander simplement à mettre des portiques. Je travaillais dans une école, je vous donne cette anecdote, pour vous dire un petit peu, il y a un jour, on se fait voler 4 ordinateurs. Une école dans le centre de Lyon, il y a 5 étages, il y a 10 classes par étage, donc vous imaginez, ils rentrent dans ma classe, ils volent 4 ordinateurs. Et il s'avère que sur les 4 ordinateurs, il y en a 2 qui étaient en alternance chez Michelin. Et on m'expliquait que c'était un hasard. Voilà, donc vous avez 40 salles, ils rentrent dans celle-ci, et c'est ces ordinateurs qui sont volés. Et ils travaillaient avec des ordinateurs qu'ils avaient ramenés de Hugo, parce que c'était plus simple, donc on leur mettait à disposition. Voilà le genre de comportement, ça commence par ça. Et ben, cette école, j'en suis assez fier, je pense que j'y ai contribué. Désormais, il y a des portiques à l'entrée, et vous avez un badge, et vous avez une personne, alors ça coûte peut-être une personne, mais elle est là, elle vous accueille, elle regarde qui vient, etc. Et quand il y a des personnes qui sont étrangères à l'école, ils ne rentrent pas. Ça commence par ces petites. Mais ça s'apprend aussi par, je dis l'ANSSI, mais il y a aussi les préfectures ou d'autres organismes qui font des formations, des formations. Les entrepreneurs le savent, peut-être ceux qui sont là dans cette salle. Alors, si j'essaie de résumer vos propos, est-ce que si je dis que la sécurité des systèmes physiques ne peut être que physique, est-ce que je suis dans le vrai? Sur le plan technologique, moi j'en suis convaincu. On vient de dire qu'il y a une grande partie qui est organisationnelle, qui est de la formation, qui est de la prise de conscience, du travail ensemble. Donc ça c'est indéniable, il faut le faire. On sait que les systèmes physiques sont des systèmes qui se sont numérisés pour certains malgré eux, parce qu'on pense à des trucs super techniques, la voiture connectée, oui ils ont voulu. Je connais des usines où c'est simplement, ils ont changé le modèle d'automate, et l'automaticien ne sait pas que c'est passé d'un automate à Windows dedans. Ça ne veut rien. Donc, il y a effectivement des sujets d'organisation, de prise de conscience, de former des équipes. Mais quand on en vient aux solutions, voilà, en plus, là, chez Seclab, c'est notre métier, c'est notre credo, mais j'ai la certitude qu'on ne fait pas une frontière entre le numérique et le physique en la faisant numérique, cette frontière. Parce que la vulnérabilité, précisément, elle vient du logiciel. Elle vient du principe qu'un logiciel est intrinsèquement piratable. Donc, faire une solution logicielle pour dire, ben voilà, je suis le dernier rempart avant l'accident, non, ce sera le dernier rempart à tomber avant l'accident. Donc, il faut une solution matérielle. Alors, on va donner la parole à Elie, mais juste un exemple de sécurité physique dans votre métier. Nous, dans notre métier chez Seclab, c'est finalement très simple. On travaille sur 2 types de vecteurs de connexion, que sont les connexions réseau et les connexions USB. Avec ces 2-là, on a fait quand même à peu près, je pense, 99% de ce qui existe en interconnexion. Et l'idée, c'est de faire des boîtiers de rupture électronique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, mais le service que ça apporte, c'est de dire, voilà, j'ai mis un câble réseau avec ce truc que j'aurais jamais dû connecter de ma vie, finalement. Je mets un boîtier Seclab, ça va recouper cette connexion au niveau électronique, mais malgré tout, la chose que j'ai besoin de faire numériquement, aller chercher une donnée, envoyer un ordre, etc., ça, je peux le faire de façon très maîtrisée. Mais je suis quand même garanti que jamais personne ne pourra passer au travers. Il n'y a pas de réseau qui passe au travers. Je ne pourrais même pas découvrir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc on fait ça. On fait de la cape d'invisibilité d'Harry Potter, mais pour le réseau
et l'USB. Oui, non, je vais rebondir sur le sujet de Xavier avec le fait qu'il est impossible, bon, même s'il y a, et c'est capital, d'avoir de la formation sur toutes les cyberattaques pour chacune des personnes qui est amenée à travailler dans une structure, que ce soit des formations en ligne, des formations physiques, former de toutes les personnes dans l'entreprise. Ça se fait beaucoup dans les grands groupes. Ça se fait beaucoup moins dans les PME. Pourtant, les PME sont interconnectées avec les grands groupes. Donc, finalement, ça laisse encore une porte sur le côté. On va beau avoir essayé de fermer l'intégralité de toutes les portes qui existent au niveau cyber, on n'y arrivera jamais, au final. Parce que dans toutes les structures, on a, par exemple, de plus en plus de sous-traitance dans toutes les installations, au niveau même militaire, au niveau des centrales nucléaires. La moitié du personnel en général provient de différentes entreprises. Et ce qu'on va avoir, c'est que ces personnes-là ne sont pas formées de la même manière que les personnes qui sont au jour le jour dedans. Moi, je voyais, et on en voyait à un moment donné sur les centrales nucléaires, où il y a quand même un système très fort de sécurité, sécurité numérique, sécurité physique, et pourtant, les personnes qui font la sécurité ne sont pas des personnes intrinsèquement attachées à la structure, c'est peut-être des intérimaires, et du coup, on peut faire entrer des choses, finalement, je vais presque dire, facilement. Ce qui peut être très surprenant et du coup très troublant. C'est pour ça qu'avec ce nombre de portes impossibles à fermer, il faut à un moment donné séparer complètement les systèmes et un système cyberphysique. Effectivement, le deuxième point, c'est la partie physique. Et en tout cas, chez Sergi TP, on en est absolument convaincu. La sécurité des systèmes cyberphysiques passe par la sécurité physique totale. Voilà, des physiques totalement déconnectées qui, elle, fait que pour pouvoir attaquer un système cyberphysique avec une protection physique déconnectée, il faut venir physiquement la casser. Joël ? Je peux caler dans le même sens. Et je rajouterai un élément peut-être psychologique ou d'acceptation par les automaticiens. C'est plus facile de rajouter un élément physique et de dire à l'automaticien, avec ça, tu vas rajouter un niveau de protection, parce qu'il est dans son environnement, il est dans son monde. Plutôt que de lui dire, je t'ai mis quelque part sur le réseau un pare-feu qui fait que d'un seul coup, tu es protégé, auquel il ne va pas forcément croire. Et dans ces éléments de protection, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est l'aspect chiffrement. Là, on a beaucoup parlé de tout ce qui était protection, on l'a compris dans le sens atteinte au système, dégradation des données du système, mais il y a tout l'aspect chiffrement de ces données à caractère industriel. Quand je dis industriel, ça peut être la transmission des informations d'un bout à l'autre d'un sous-marin, comme ça peut être aussi simplement le transfert des données du capteur de température du frigo de sang de l'hôpital pour aller jusqu'au service central. Parce qu'une attaque à la Stuxnet où on vous modifie la température du frigo de sang et le pirate vous dit, voilà, tu n'as plus de sang, hein, j'ai fait monter en température, c'est en train de bouillir. Toi, tes indicateurs disent que tout va bien et en réalité, ton sang est en train de bouillir, donc il n'y a plus aucun patient dans l'hôpital. Bon, ce genre de choses, ça va être lié à la sécurité aussi du transfert de données. Sur des distances courtes, sur des choses qu'on n'imaginait pas devoir protéger il y a quelques temps. Alors on dit, voilà, ça devient impossible. S'il faut mettre des systèmes de protection derrière chaque équipement, c'est impossible, ça n'existe pas. Si ça existe, hein, on est tous là pour imaginer des solutions, voilà. C'est pas plus gros que ça. Ça vous fait du chiffrement de la ES 256, ça chiffre dans le flux, ça ne peut pas être saturé, ça résiste aux attaques DDoS, et vous avez un firewall dans chaque sens. Donc avec ça, vous êtes invulnérable, mais vous avez d'un seul coup, vous changez complètement la donne. Votre frigo de sang ne transmet que des données chiffrées, il est inaccessible, il sait avec qui il doit communiquer. Là aussi, ce sont des changements de paradigme. On a l'habitude, beaucoup en protection, de travailler avec des blacklists. Alors, ces adresses ne passent pas. D'un seul coup, on change la donne. Quand on est dans l'environnement industriel, c'est plus facile de travailler avec des whitelists. Et de dire, voilà, uniquement les choses qui ont le droit de passer sur le réseau. Alors, au début, c'est un peu la panique et le RSSI, parce qu'il dit, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe sur mon réseau. Donc là aussi, il faut l'aider par des outils d'analyse. Donc, être capable de faire de la remontée d'informations sur ce qui passe dans le réseau, ça va l'aider à comprendre ce qui se passe dessus. Mais à partir du moment où il sait ce qui se passe dessus, il est capable de faire le whitelist. Il a changé complètement la sécurité sur une attaque zéro day où vous n'avez plus de. Vous savez exactement qui a le droit de parler à qui. Et voilà, et ça existe et on a tous des solutions à proposer. Jean-Baptiste. Alors, dans les propositions qui sont faites, j'ai entendu formation, information, etc. Moi, je vous en fais une de proposition. Allez voir vos parlementaires. Parce que là, on est vraiment, c'est le lobbyiste qui parle, mais c'est en train de se jouer actuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai appelé une députée qui est membre de la commission de défense. On
ne sait toujours pas quand est-ce que cette loi va être votée. La deadline, c'est le 17 octobre 2024. Il faut qu'avant le 17 octobre 2024, NIS 2, REC et DORA, ces 3 directives européennes, soient transposées dans le droit français. Donc, on a encore quelques semaines devant nous. Et vous ne vous rendez pas compte de l'impact que peut avoir votre discours, vous qui connaissez le sujet. Allez voir vos parlementaires, députés, sénateurs, puisque de toute façon, la loi passera devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale, dans un sens ou dans l'autre, mais finira par l'Assemblée nationale. Allez les voir et sensibiliser à ça, et dites-leur de ne pas oublier cette dimension physique. Elle est a priori présente dans le projet de loi, mais pour l'instant, on ne sait pas quel sera le texte définitif. Et c'est important parce que vos députés, vos sénateurs, ils n'ont pas forcément cette culture-là, ils la découvrent, et ce serait dommage que quand le texte arrive devant le Parlement, que le débat soit un petit peu, j'allais dire, neutre ou affaire de spécialistes. Il faut que tout le monde prenne sa part. Donc vous avez dans vos circonscriptions, partout où vous êtes, et dès que vous les croisez, tirez-leur la manche, dites-leur, c'est aussi comme ça qu'on fait de l'influence au sens noble du terme, c'est-à-dire, c'est un principe qu'on appelle la subsidiarité. Il faut que le terrain soit entendu par ceux qui décident. Ceux qui vont subir la loi doivent être entendus par ceux qui la créent. Donc je vous lance ce défi, au FIC, INSIDER et puis vous-même, allez voir vos députés et vos sénateurs et parlez-leur de ça, de cette protection physique indispensable pour nous protéger. Voilà. Alors, on va bientôt passer la parole à la salle et à ceux qui sont connectés. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, mais si on essaye de résumer vos propos, si on essaie de se concentrer sur les bonnes pratiques qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Alors, déjà, de connecter le moins possible, comme c'est encore possible, ou quand on le fait, de le faire de façon effectivement sécurisée by design. Donc là, on a vu, il y a des solutions qui existent sur le marché, il y a des solutions françaises qui existent sur le marché, il y a des certifications de l'ANSSI. Tu parlais de l'ANSSI. L'ANSSI a la bonne idée de certifier des produits en disant voilà, ce produit de sécurité pour tel usage, ben, nous, l'ANSSI, on met le tampon dessus. Voilà, donc, tout ça, il faut le faire. N'essayez pas de faire certifier vos produits pendant les JO. Mais en tout cas, voilà, il y a des certifications. Et puis, deuxième chose en matière de bon sens, je pense malgré tout que la formation des équipes a simplement au collectif. C'est-à-dire que le rêve, ce serait que, là je sors de la technologie, mais ce serait que les équipes terrain, automates et les équipes cyber puissent se parler et s'enrichir mutuellement. Voilà, ça, à chaque fois que je vois ce collectif fonctionner, il y a des beaux résultats, et le reste du temps, c'est pas pareil. Du bon sens, des échanges. Joël, Elie. Oui, je dirais surtout que la sécurité des systèmes cyberphysiques passe d'abord par la sécurité des systèmes physiques. Ça, c'est capital, ça qu'on oublie tout le temps, parce que dans le cyber, on pense vraiment qu'il y a la partie numérique. Puis après, derrière, le deuxième mot que je voudrais dire en conclusion de la conférence, c'est vraiment la résilience. Résilience. Si on a une attaque, il faut pouvoir rebondir rapidement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'être en mode dégradé? Être capable d'être en mode dégradé, mais être capable de remonter les systèmes également rapidement. Sur les centrales électriques, ça passe donc, notamment par la protection des transformateurs, mais ça passe aussi par, en cas de blackout, par des systèmes auxiliaires qui permettent de remonter le réseau. Sinon, un réseau en blackout complet, c'est comme si vous voulez soulever instantanément un sac de 20 tonnes avec un doigt. C'est impossible, vous allez soulever un grain, puis un grain, puis un grain, ça marche mieux. C'est la même chose sur les systèmes électriques. Et ça, c'est la résilience, du redémarrage rapide. Joël? On a dit des solutions existent, mais je veux redire ce que tu as déjà dit 2 fois, je crois. Il y a des solutions françaises. Je fais bien. Voilà, et ça va aussi dans le sens de ce que vous portez, tu l'as dit aussi, il y a des solutions françaises conçues, imaginées et fabriquées en France. Cette chose-là, c'est fait à côté de Nantes. Donc ça ne sort pas du territoire. Et qu'ils vont dans le monde. Ils peuvent aller dans le monde entier, et on vous garantit qu'il n'y a pas un élément qui n'ait pas été conçu et imaginé sur une souveraineté totale. Juste pour finir sur la souveraineté, c'est aussi une belle opportunité pour la France d'être un peu tête de file de ces solutions-là. Aujourd'hui, les 3 directives dont on a parlé, REC, DORA et puis NIS 2, sont en train d'être transposées dans différents pays de l'Union européenne. Et la France est assez moteur. Et ça, il faut en être fier. Elle est moteur parce qu'il y a une prise de conscience, elle est moteur aussi parce qu'elle a des entreprises qui répondent à ces questions-là. Donc il faut vraiment on peut se servir de ces champions pour être tête de file en Europe. Et pour ça, il faut qu'on agisse vite et que nos parlementaires aient conscience de la nécessité de le faire. Voilà. Alors, on va se tourner dans la salle. Merci pour vos interventions. On va passer la parole. On va passer la parole à la salle et puis à vos amis qui sont à Paris.
la première question est toujours la plus difficile. Je vais vous la poser. Finalement, en vous écoutant, on se pose la question de savoir si on va avoir une convergence inéluctable entre la fonction sûreté dans une entreprise et la fonction cybersécurité. Finalement, est-ce que les systèmes cyberphysiques ne nous amènent pas à de nouvelles organisations où finalement, il n'y aura plus de séparation entre le matériel et l'immatériel, mais en fait la confusion des deux. Et quand vous avez parlé de personnes qui doivent dialoguer, qui doivent parler, qui doivent avoir les mêmes cartes, les mêmes systèmes, moi, je pense que là, on est vraiment au cœur du sujet. Oui, je vais dire, je vais prendre la première question, la plus difficile. En fait, finalement, pas comme ça, je dirais que c'est oui. La réponse est oui, tout simplement. C'est capital. La sécurité cyberphysique ne pourra passer que par un croisement de la sécurité cyber et la sécurité physique. C'est le seul moyen, puisque effectivement, les attaques physiques, les attaques cyber existent, les attaques physiques existent. Ça passe également par un concept de vigilance partagée, c'est-à-dire que tout utilisateur en permanence, quel qu'il soit sur le terrain opérationnel, qu'il soit derrière son écran d'ordinateur, doit avoir un œil vigilant là-dessus. Ce n'est pas uniquement ceux liés à la sécurité et en charge de ça. Tout un chacun a cette nécessité de vigilance partagée de manière à protéger les systèmes cyberphysiques. Je pense qu'on a une opportunité parce que les transpositions c'est intéressant parce qu'il y avait 3 directives à l'origine. Résilience des entités critiques, NIS 2 et DORA qui concerne le système bancaire monétaire. Et les 3 vont être transposés dans une seule loi. Donc ça veut dire que déjà, intellectuellement, cette démarche a été faite. Ce que vous dites est potentiellement dans la loi. Après, il va falloir qu'on le fasse à la française. Voilà. Mais ça veut dire que déjà, on a l'outil législatif pour que ça se passe comme ça. Les résiliences des entités critiques et NIS 2 vont être fusionnées dans une seule loi. Donc, à nous de jouer maintenant. Merci. Alors, bonjour à tous, Lino Gess. Il se trouve que j'ai publié sur InCyber la semaine dernière un article sur la résilience des systèmes industriels que vous y envie. Et vous parlez de solutions françaises. Il y en a une qu'on a mis en place chez Terega, qui est un transporteur de gaz, et qui est, je pense, réplicable dans le monde entier, qui s'appelle Indabox. C'est un boîtier électronique qui permet de reprendre les données physiques et de les transporter dans un jumeau numérique indépendant. Ce qui permet, avec un transfert physique électronique, d'interdire reverse. Donc, on peut envoyer toutes les données de transformation, etc., sur un jumeau. On peut faire toutes les simulations qu'on veut sur le jumeau. Et s'il y a une attaque du jumeau numérique, il n'est pas touché sur le physique. Et donc, là aussi, c'est une solution française qui s'appelle Indabox. C'est une société française, Terega, qui est basée à Pau. Et donc, je suis surpris qu'on n'en ait pas parlé parce que c'est déjà opérationnel depuis 2019. Et donc, le réseau est totalement protégé. Il n'y a aucune donnée. Et le pilote du réseau physique a 2 écrans. Un écran sur le jumeau, qui lui dit ce qu'il faut faire, un écran sur le physique pour agir, et les 2 sont pas liés. Donc, des solutions comme celle-là existent depuis longtemps. Merci beaucoup. Oui, oui, merci. Ce jeu. Bonjour. Pardon, je vais répondre à la question de monsieur d'abord, excusez-moi. Oui, donc, en fait, on n'a pas abordé l'ensemble des solutions, et c'est, je pense, pas le sujet, mais vous avez raison. Il y a beaucoup de solutions, d'ailleurs internationalement. Les solutions françaises, il y en a dans le catalogue de certification de l'ANSSI. Pour les PME, il y a aussi des associations comme Exatrust, où il y a beaucoup de choses. Et oui, pour chaque sujet, il y a des solutions. Et c'est une très bonne solution que vous citez, qui répond à beaucoup de cas d'usage, qui ne répond pas aux cas d'usage où on a besoin de commander directement le matériel. Quand on a besoin de récupérer des informations dans le jumeau numérique, ça va. Quand on a besoin d'aller piloter une électrovan ou etc., ça ne va pas. Mais c'est là qu'il y a une complémentarité justement des solutions. Et sur le tissu, ça marche bien. Ah, on verra. Madame, allez-y. Oui, bonjour, Aline Réniche, conseil en cybersécurité, agence TechWise. Alors, moi, c'est une question globale par rapport aux échanges avec notamment Xavier Fessinina. Alors, qui aujourd'hui serait, selon vous, le meilleur poste pour s'occuper de la sécurité des systèmes cyber physiques? Est-ce que vous êtes CTO? Est-ce que c'est le RSSI? Est-ce que c'est tout simplement le DSI ou plus globalement le directeur légal, juridique? C'est qui finalement aujourd'hui? Puisque tout le monde doit se parler, vous dites que les gens ne se parlent pas d'un système à l'autre, pas d'un service à l'autre. Je le vois bien, que ce soit dans les hôpitaux, dans les télécoms, etc. Personne ne se parle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on se parle? Et quel est finalement
la personne clé, ou en tout cas le pôle clé pour tout ça, pour cette communication. Merci beaucoup, et je trouve que ça rejoint finalement aussi la première question qui a été posée ce matin. De mon point de vue, c'est la direction générale, en fait. C'est un sujet de COMEX. C'est-à-dire que pourquoi je dis ça, c'est que finalement, la cybersécurité numérique, aujourd'hui, ça devrait déjà être un sujet de COMEX. Qui est derrière des opérationnels pour le comprendre, pour le faire, des experts, des équipes derrière des RSSI, c'est normal, voilà, heureusement. En revanche, la prise de conscience et la décision, elle est au niveau COMEX. On est à la gestion du risque. Et les systèmes cyberphysiques feront peut-être palper le risque encore mieux que le numérique. Voilà. Donc, des acteurs, oui, RSSI, RSS2I, qu'on voit aussi dans les entreprises, donc RSSI industriel, ça c'est aussi des postes qui existent, et on peut bien sûr travailler avec ces gens-là, mais mon avis, c'est que c'est une prise de conscience qui, par le risque, devrait remonter, sinon je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que les gens sur le terrain industriel n'ont généralement pas encore les budgets, n'ont pas les équipes, c'est en plus impossible de les recruter en ce moment. Et les gens qui ont les équipes cyber côté numérique ont déjà bien à faire avec les crypto-malwares, le télétravail, etc. Effectivement, ils n'ont pas envie d'aller mettre les doigts dans une usine où en plus on va leur dire « Aïe, aïe, tu m'as arrêté la chaîne de prod pendant 2 heures ». Donc je pense que c'est un sujet de direction, il faut que ça rentre. Il y a une question, je crois, au fond derrière vous, madame. Non. Non. On va passer à une question d'un de nos amis qui est en ligne. Alors, il y en a qui nous demande déjà la référence du boîtier de chiffrement qui a été présenté. Là, c'est la page de publicité. Peut-être que Joël va nous en parler. Pujol qui va passer. On a cité le nom tout à l'heure, P4S. Il y a un site web. Ne cliquez pas tout de suite dessus. On a fait l'annonce il y a 3 semaines pour le FIC. Voilà, on voulait réserver devant la ministre. Voilà. Ce sera disponible à la vente fin juin, début juillet. Donc P4S sur le site web, vous trouverez ça. Alors, une autre question de nos amis en ligne. En quoi l'ordinateur quantique va impacter les défenses mises en place? Moi, j'aurais aimé que cette personne se déplace pour venir me poser la question dans les yeux. mais je vais faire une réponse un peu courte, mais j'espère quand même utile. Bon, l'ordinateur quantique, ça fait quand même beaucoup de choses. Le premier risque qui est lié à l'ordinateur quantique, c'est un risque sur la cryptographie. C'est un risque éventuellement d'avoir des capacités de casser des algorithmes de cryptographie qui aujourd'hui sont sûrs parce que les ordinateurs actuels ne savent pas les casser. Voilà. Donc en gros, on va avoir une pince Monseigneur pour casser des verrous. Donc ça va impacter majoritairement le chiffrement. Heureusement, les professionnels du chiffrement, donc tout ce qui est cryptographie, comme P4S, travaillent avec des algorithmes dits post-quantiques. Donc c'est-à-dire que oui, ça va changer quelque chose, il faut se préparer, il faut changer, il va falloir migrer tout un tas de cryptographie vers du post-quantique. Et je pense que voilà, c'est en cours. Alors, il y a une question, je ne sais pas si c'est pour Joël, mais Joël a dit « Je suis un homme de l'IA et de la cybersécurité ». Et donc, la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer la cybersécurité des systèmes physiques? Des systèmes cyberphysiques. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que dès que l'on parle d'observation, il y a quelque part une analyse de données qui arrive. Alors, sur un certain volume, ça peut être humain. Dès que les volumes deviennent gigantesques, les IA peuvent effectivement être un apport très important. On m'a évoqué le terme, je ne sais pas si officiel, d'IA haute fréquence, en faisant de la remontée d'informations rapides vers des IA. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a intégré dans la techno, la capacité à remonter de l'information en temps réel. Donc oui, les IA auront un rôle à jouer. Mais elles vont jouer aussi un rôle en tant qu'attaquant. C'est pour ça que je voulais réagir, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que sur l'ensemble des questions qui ont été posées pour l'instant, on parle toujours de la partie cyber finalement. C'est ça qui est rigolo. Et c'est là où on a pour moi une rupture de conception nécessaire, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, avec l'ordinateur quantique, avec tout un tas de systèmes qui vont apparaître un jour, il ne faut pas trop s'en inquiéter, on aura toujours des failles qui apparaîtront sur la partie cyber. C'est pour ça qu'il faut aller sur une partie vraiment de sécurité physique indispensable pour pouvoir sécuriser ça. Pour rebondir sur la question de madame tout à l'heure, j'ai cité le président Mao qui disait que le poisson pourrit toujours par la tête.
Je pense que c'est aux dirigeants d'entreprise de prendre conscience et de se mettre en posture de gestion de crise. Et dans une gestion de crise, vous avez le juriste, vous avez l'ingénieur, vous avez. Et je pense que c'est vraiment au sommet des entreprises, les chefs d'entreprise doivent prendre conscience de cette sécurité globale. Et là, pour le coup, c'est les hommes qui doivent le faire avant le matériel. Ça commence déjà par une prise de conscience. Et ce que fait aujourd'hui le FIC et Cyber, je trouve, il contribue vraiment grandement, et je voulais encore vous remercier. Franchement, le moment qu'on passe en ce moment est très, très, très important sur cette prise de conscience. Il n'est de richesse que d'hommes. Deuxième citation, Jean Bonnet. Oui, une question, madame. Ah, voilà. Madame au premier rang. Carole Jean-Baptiste, IMT Partners, donc nous plaçons des managers de transition auprès de DSI, de direction générale. Question très pratico-pratique. Je vous remercie en fait, pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Nous travaillons auprès de DSI, de CFO. Et le constat, pour moi, ce que vous décrivez, c'est du risque opérationnel, tout bêtement, voilà, un peu basique. Mais ce que moi j'entends, notamment de la part de CFO, et je ne parle pas de direction générale qui ne sont pas forcément dans ce discours-là, c'est le coût. Donc moi je connais des structures, pas forcément le CAC 40, donc on parle d'entreprises qui peuvent avoir des chiffres d'affaires entre 300, 500 millions d'euros, voire moins, qui ont subi des cyberattaques, donc qui ont été paralysés, dont les usines ont été paralysées en France, qui sont allés voir des cabinets de conseil voilà, qui leur ont proposé des solutions, mais on a du mal à comprendre pourquoi les structures, en fait, ne s'équipent pas sur ce risque opérationnel, qui est évident, en tout cas pour moi, citoyenne lambda. Quid, du coup, pour ces structures, des structures industrielles, par exemple, en France, quid de leur indépendance, parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'on va avoir peut-être des cabinets de conseil anglo-saxons qui vont arriver, qui vont saturer le marché, qui vont vendre des petits boîtiers, non pas made in France, made in US, China, enfin bref, le cirque habituel. C'est quoi votre compréhension de ce qui va se passer là, d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, pour les structures de taille moyenne, dirons-nous, en France, voire en Europe? La question de la souveraineté. La question de souveraineté et tout, je lis le texte de l'avant-projet de loi. Les mesures de résilience prévues pour engendrer des coûts supplémentaires pour un opérateur, c'est ce que vous dites. Si la logique de protection physique était déjà prise en compte, la systématisation de la prise en compte de la continuité d'activité ne sera pas en effet neutre. Néanmoins, le principe de résilience au cœur de cette transposition permettra in fine à l'opérateur de pouvoir maintenir son activité dans un contexte dégradé et vise, je cite, à amortir les coûts imputables à la disruption de son activité. Donc ça répond en partie à votre question, ça a été pris en compte par le législateur, maintenant je laisse parler les industriels. Mais la loi prévoit et anticipe ce que vous êtes en train de dire. Ouais, merci, je pense que le point le plus important, Il est là. c'est la loi et la réglementation qui va aider à faire ça. Qui achèterait des airbags dans sa voiture, les équiperait s'ils n'étaient pas de série? Je ne sais pas si on le ferait, en fait, objectivement. Et je pense que, voilà, en cyber, on est face à ça aussi. C'est-à-dire que c'est toujours le sujet de le risque. Ah, mais est-ce que je vais acheter ça avant? Donc, même si, voilà, tout à l'heure, on se disait, on va vers une convergence in fine. Oui. Je pense que, encore plus loin, je ne sais pas dire dans combien de temps, mais encore plus loin, on va même aller vers une autre convergence. C'est-à-dire que ça, ce sera directement dans l'automate quand on va acheter l'automate. C'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire future, les solutions de cyberphysique seront directement intégrées, comme l'aviation civile. Au début, il fallait juste décoller, l'atterrissage c'était quand on a inventé l'aviation, ça ne marchait pas à tous les coups. Ensuite, maintenant aujourd'hui, l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr. Et on ne se dit pas, tiens, on conçoit l'avion et après on le sécurise. Non, c'est-à-dire qu'on a appris à concevoir des avions qui sont sécurisés par défaut. Voilà. Donc je pense que ça va être pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le driver, c'est la réglementation, c'est la loi. Je pense que honnêtement, même les gens qui sont fait attaquer, de mon expérience, et même ceux qui ont perdu beaucoup d'argent, ne font pas l'investissement. Elie voulait réagir. Oui, non, effectivement, c'est-à-dire que pour moi, le coût d'un système de protection physique ou un système de protection de cyberphysique est dérisoire par rapport aux impacts. On va avoir un arrêt de chaîne de production d'automobile, par exemple, c'est des milliers d'euros à la minute. Un arrêt de production électrique, on n'en parle même plus, on parle de centaines ou de millions. C'est totalement dérisoire par rapport à l'investissement de manière à se protéger de ce risque-là.
Une question au fond de la salle, monsieur. Oui, bonjour. Christophe Marchil, directeur sécurité et performance chez Danone. Je voudrais rebondir sur un petit peu l'approche gouvernance et également compliance. Pour nous, il est clair que la gouvernance, c'est-à-dire le COMEX, doit envoyer des signaux forts sur les missions. Et ça part déjà de bien l'écrire de manière à bien le communiquer. De la stratégie à l'opération. Pour intervenir en Asie, en Indonésie, en Europe, je crois que l'Asie a de bons learnings et en avance un petit peu sur tout ce qui concerne les risques. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des systèmes matures, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans la sécurité, et je pense que le binôme sécurité et performance parle aux décideurs, en particulier la performance. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour... avant tout, il y a l'aspect cyber, mais pas que. C'est juste une micro-approche de la sécurité. Aujourd'hui, on parle de physique et de flux numérisés. Je crois que ça existe déjà depuis plus de 25 ans à travers des systèmes déjà bien matures en termes de systèmes financiers en particulier. Je prends l'aspect système financier puisque l'approche maîtrise des risques, tous ces risques et ces learnings existent depuis 20 ans et peuvent être copiés-collés à des organisations en place aujourd'hui et à des organisations qui se soucient des risques cyber. Encore une fois, ce n'est pas pour réinventer la roue. Des systèmes existent et on peut les copier-coller en termes de gestion des risques. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, le NIST n'est tout simplement qu'une synthèse du Covid, tout ce qui a été fait déjà depuis 20 ans. Donc, notre réflexion chez Danone, et puis j'ai une partie très technique, puisqu'on développe des solutions avec Orange sur des systèmes de filtration, sur des dettes techniques. Donc, je dois dire que j'ai un pied en stratégie, un pied très opérationnel pour engager les changements, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Ce qui est important, c'est d'avoir, encore une fois, le support du COMEX. Et pour avoir ce support du COMEX et avoir les budgets, finalement, on parle de budget, de solutions crédibles et utiles, utilisables par des gens techniques ou pas, il faut pour ça les engager à faire comprendre les enjeux. Et les enjeux, ils sont performance. Quand on parle industrie, c'est aujourd'hui, pour être dans un groupe de réflexion internationale, l'enjeu, il n'est pas uniquement cyber, il est performance. C'est-à-dire que l'outil industriel français doit se doter d'un système d'information et d'une architecture d'information. Architecture d'information qui permettent aujourd'hui d'utiliser les outils numériques. On parle de performance et le système d'information qui top-down et bottom-up, c'est-à-dire de l'information, je ne voudrais pas monopoliser, mais c'est important quand même de faire focus sur la performance. Il doit être capable de faire remonter, vous preniez tout à l'heure comme exemple le frigo, finalement, ou un PHP par exemple, en tout cas un digit qui est critique, pouvoir le sécuriser. Ben, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans la majeure partie des TPI ou des PME, où on n'est pas capable de faire monter en puissance les automates et les traduire en tableau de bord prédictif, donc en utilisant l'IA. Et l'enjeu, il est, et je vais finir mon intervention, il est vraiment de faire monter dans le bus le COMEX en les sensibilisant au fait que la cyber, c'est un outil de protection de data, c'est plus uniquement du physique, les murs, c'est l'enjeu, il est vraiment de sécuriser ces data et de sécuriser pour en fait avoir le maximum de performance par rapport à ce qu'une entreprise produit. Et c'est ça le gros challenge. Donc, on ne peut pas dissocier la sécurité à la performance. Et nous, directeurs de performance ou sécurité, c'est vraiment le levier que moi j'utilise quand je mets en place des organisations. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Une réaction? Oui, je voudrais rebondir. Et je pense qu'en fait, ça rejoint la question de juste avant et aussi la question de qui doit prendre le sujet. Il faut que ce soit le COMEX et il faut que ce soit sous le compte de la performance.
Et simplement, le décalage mental qu'il faut réussir à avoir dans les années qui viennent, c'est que dans la performance, on se dit bah, cette performance, elle doit être pérenne et résiliente. Et donc, elle doit être sécurisée. Donc, je pense que c'est vraiment c'est ça l'objectif. Je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce que nous avons le temps encore pour une dernière question Oui, une question qui nous vient de nos amis en essentiel. Alors, quid des erreurs au niveau de l'infrastructure réseau, l'exclamation. Les équipements d'univers IoT ne sont pas que des automates, système d'intrusion, interphone qui donne sur la rue, contrôle d'accès, vidéosurveillance, thermostat, lampe connectée, sont ou deviennent IP. Quel est votre point de vue sur cette question de la diversité, la variété des objets connectés, des systèmes connectés, et par rapport à l'enjeu de l'infrastructure réseau? Je pense qu'il faudra passer de toute façon à une vision Secure by Design pour tous ces types d'équipements. Aujourd'hui, on le fait par un boîtier externe pour dire on va sécuriser ce qui est déjà en place. Mais il est clair que les technologies que nous développons les uns et les autres peuvent être intégrées. Je prends l'exemple de ce boîtier, vous pouvez mettre derrière une caméra vidéo 4K pour faire du chiffrement dans le flux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour le faire. Donc, les caméras 4K, merci au JO, qu'on installe partout, tout est en clair partout. Mais demain, j'espère bien qu'on puisse travailler avec des fabricants de caméras pour intégrer ce petit composant dans la caméra, de la même façon qu'on pourra l'intégrer dans n'importe quel type d'IoT. Et intégrer la sécurité, avoir directement une conception Secure by Design. Et il faudra passer par là. Il deviendra injustifiable dans très peu de temps de ne pas chiffrer ces données et de ne pas sécuriser ces objets, quels qu'ils soient. Oui, j'allais dire quelque chose qui était dans la même veine, c'est-à-dire que ça viendra un jour par l'intégration directe. Par exemple, et ça vient également par les industriels. Ça, évidemment, il y a Connex et autres, mais les industriels peuvent proposer des solutions directement, et notamment sur en parlant des centrales, sur les clients, souvent, EDF va acheter de l'availability. Donc, en fait, la capacité d'être certain que la centrale produira 96% du temps de l'électricité. Voilà, c'est une des garanties, et si ça ne marche pas, l'industriel qui vend la centrale va avoir un problème. Par l'intégration directe de systèmes de sécurité cyberphysique, et notamment pour le TP, le Transformer Connector, directement intégré sur les transformateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui quelque chose qui est installé après coup, quand c'est bien voulu. Si on l'intègre directement au départ, on évite d'ores et déjà ce genre de problème de sécurité. Oui, merci. Alors effectivement, c'est une bonne question. Nous, on l'a vu en audit ou des choses comme ça. Aujourd'hui, des réseaux, généralement industriels d'ailleurs, qui vont être attaqués par une machine à café Wi-Fi et qui est aussi connectée sur le réseau parce que l'installateur avait une prise réseau, il est branché. C'est des histoires qui existent pour de vrai. Ce que ça veut dire, mais là on est dans l'anecdote, il n'y a pas besoin des anecdotes, tous les connecteurs Wi-Fi que l'industriel va lui-même déployer, il y a un sujet d'urbanisme en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu beaucoup de systèmes qui viennent et l'idée c'est que ça tombe en marche, donc on les branche partout. Ça me rappelle ce qu'on a vécu il y a 30 ans dans l'IT, si on veut être honnête. Voilà, et il y a un sujet d'avoir des architectes réseau. Il y a des problèmes réseau et il faut avoir de l'architecture. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Tout le monde n'est pas, enfin, dans les grands groupes, bien sûr, c'est le cas. Mais il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas le cas. Donc, je suis désolé, je n'ai pas la solution. Je peux juste mettre un coup de stabilo sur le problème. Oui, il y a un vrai problème d'architecture de réseau sur les sites dans lesquels on intervient aujourd'hui. Allez, la dernière question. La dernière question, en fait, je vais faire une synthèse de plusieurs questions. Une question, que fait-on des solutions de logiciels françaises mais qui utilisent du matériel chinois? On est bien dans la notion de souveraineté. Comment éviter qu'une techno française soit rachetée par une boîte étrangère? On pense à Badé. Voilà, donc en fait, c'est la notion de cybersécurité avec des systèmes étrangers ou alors qui nous échappent parce que ça part à l'étranger. Alors je crois que Badé, c'est quand même pas à l'étranger au sens où on l'entend habituellement, c'est plutôt l'Europe, mais voilà, un petit peu cette question de souveraineté apparaît dans plusieurs questions. Alors, avec le cas de Huawei oui, alors, voilà, aux États-Unis. Voilà, alors c'est évidemment un vrai sujet qui pourrait mériter une table ronde entière, la souveraineté au niveau des solutions, au niveau du hardware. Et je zoome même pas dans la petite poche mais au fait, oui, je suis fabricant, c'est-à-dire qu'on conçoit notre électronique, on le fabrique, tout est monté en France. Des composants français, il n'y en a pas. Enfin, pas beaucoup. Si on a des composants de sécurité avec ST Microelectronics, mais il va nous manquer quand même 80% de ce qu'il y a sur la carte à souder. Alors, il y a des sujets voilà, qui sont même de stratégie nationale en
termes d'industrie pour faire ça. Bon, sur les solutions logicielles françaises installées sur des pages, ça dépend pour faire quoi. Voilà, faut pas non plus. Voilà, on n'a pas d'ordinateur français, il faut bien pouvoir faire des choses. Il y a des très bonnes logiciels software qui tournent sur le matériel chinois. En revanche, pour protéger du cyberphysique, je vais plutôt recommander de prendre des solutions qui sont fabriquées sur du matériel français, d'électronique française, qui sont maîtrisées. Voilà ce qu'on fait. Et j'ai un clin d'œil sur la deuxième question, c'est un problème que je connais bien. J'ai fondé CECLAB il y a 11 ans. Il y a eu un sujet il y a quelques années, un rachat par une société américaine notamment. Donc là, voilà, ça dépend. Donc il y a des solutions aussi. Alors, la société a été rachetée cette année, en janvier, par Michel Vandenberg, qui est un monsieur que certainement certains connaissent ici. Et cet achat a été d'ailleurs renforcé par une levée de fonds auprès de Thales, de Def Invest, qui est un fonds d'investissement du ministère des Armées, du groupe La Poste. Donc quand on a des entreprises dont on veut être sûr qu'elles restent souveraines, on a aussi des moyens de le faire. Le combat n'est pas désespéré, ça se fait bien. Alors, le combat, il a été mené et gagné par les Américains. Par exemple, je prends le cas des transformateurs. Aujourd'hui, il est interdit d'utiliser des composants chinois sur les transformateurs électriques aux États-Unis. C'est le random du président qui a imposé ça. Ça peut être une solution. Et après, alors, on dit français, mais ça peut être européen, parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique européenne. Donc, c'est peut-être ça la solution, de trouver des solutions européennes. Et alors, comme j'ai le mot de la fin, parce que je vois qu'on arrive à la fin, la chose, j'allais dire, allez maintenant sur les places, convertissez-les, allez leur dire à nos députés, nos sénateurs et ceux qui vont décider de cette loi, n'oubliez pas cette question physique. Et effectivement, il en va de la souveraineté et de la sécurité globale. Ça, c'est très important. Je pense que c'est peut-être le mot que je retiens. Ouais, sécurité globale, c'est-à-dire qu'on est tous concernés, on peut tous être acteurs de cette protection. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Très bien, merci. Non. Merci messieurs, je crois qu'on peut à nouveau les applaudir. Merci à Fabrice de Bloch d'avoir animé ce petit déjeuner Insider. Et merci à vous tous d'avoir pris la parole. Alors, nous vous donnons rendez-vous le 23 mai, ici même. Donc, celles et ceux qui sont en présentiel, on est heureux de vous avoir parce que c'est quand même agréable d'avoir autour de soi des personnes pour vivre ensemble cet événement. Ceux qui sont en distanciel, si vous devez rester en distanciel, restez-le, parce que c'est important qu'on puisse diffuser l'information dans le cadre de le partage de l'information et des données. Mais si vous pouvez revenir, quartier des Célestins, c'est à Paris, plein cœur de Paris, à côté du métro Bastille, à côté du métro Sully-Morland. Et donc, ce sera toujours avec plaisir que toute l'équipe du Forum Insider vous accueillera ici pour échanger, partager et faire vivre l'esprit du forum, qui est un esprit qui va bien au-delà de la notion de salon. C'est vraiment une mission de service public. On veut faire porter une certaine idée du cyber. Et très heureux de cette table ronde de ce matin parce qu'on a un avocat, il nous a apporté un regard sur le droit, les sciences humaines et sociales, et puis après on a eu des questions, des apports plutôt scientifiques, et ça vous montre bien que là aussi il y a une deuxième convergence, c'est la convergence entre le droit et les technologies. Celui qui fait des technologies sans penser au droit est à tort, et celui qui fait du droit, et on revient à nos parlementaires, sans comprendre la technologie, va nous dire qu'il faut enfin anonymiser les réseaux sociaux. Voilà, donc, bon, je ne fais pas d'attaque de Pierre-Paul Boujac, mais voilà, ça vous montre que c'est important qu'on parle ensemble le même langage et qu'on converge. En tout cas, merci à vous cinq, et puis au 23 mai pour cette nouvelle aventure.